Retrouvez dans un instant l'enregistrement d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, jeudi 11 mai 2023, avec l'écrivain et essayiste Philippe Forest, rédacteur des pages littéraires de Art Press, auteur d'articles dans Le Monde des Livres ou le magazine Transfuge ou encore le magazine littéraire. Il y présentait ce jour-là les essais Déconstruire, reconstruire, La querelle du wok, paru aux éditions Gallimard, et Rien n'est dit, moderne après tout, publié au Seuil Éditions. Bonne écoute. Bonsoir à tous. Il y a quelques visages connus. Je suis assez impressionné, parce que moi je suis, comme beaucoup d'ici, d'entre vous ce soir, je suis un lecteur assidu des romans de Philippe Forest. Et là ce soir on va discuter principalement de ce magnifique livre qui s'appelle Rien n'est dit, qui est publié aux éditions du Seuil. Peut-être un petit peu aussi, mais à la fin, de Déconstruire, reconstruire, qui est un livre plus récent. Voilà. Je suis impressionné parce que j'avais écrit que vous faites partie des écrivains qui font le socle d'Ombre Blanche. Je crois que vous êtes, je ne sais pas si vous étiez venu pour l'Enfant éternel, je sais que dès Sarinagara vous êtes venu, donc c'était 2004. Vous êtes venu quasiment pour tous vos livres, y compris pour celui sur Aragon. Sauf pour mon avant-dernier roman, Je reste roi de mes chagrins, mais c'est de la faute d'EasyJet qui a annulé le vol au dernier moment. Voilà. Aujourd'hui, je suis là. Donc c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et donc voilà. Et donc un socle, en tout cas pour nous à la librairie. Et puis je pense aussi, voilà, vu le monde de ce soir, aussi pour les lecteurs. Donc merci encore une fois d'être là, au rendez-vous. Avant peut-être de commencer sur Rien n'est dit, moi j'avais envie de vous faire parler un petit peu de Philippe Solers, qui nous a quittés la semaine dernière. Voilà, parce que vous êtes un fin connaisseur de l'œuvre, je crois du personnage aussi. Vous avez travaillé sur lui, je crois que ça a été le sujet de votre thèse. Donc peut-être juste quelques mots pour saluer aussi l'écrivain qu'il a été, l'agitateur culturel et puis l'éditeur aussi. Si vous voulez bien, on commence par ça. Oui, volontiers. J'ai rencontré Solers, je sais pas, en 84, 85, quelque chose comme ça. Parce que j'avais fait ce qui s'appelait à l'époque mon DEA sur ses livres à la Sorbonne. Et puis, donc j'ai continué et j'ai effectivement consacré à ces romans une thèse que j'ai soutenue en Sorbonne. C'était en 91, je crois. Elle a été publiée par les éditions du Seuil dans la collection Fiction et compagnie que je retrouve avec ce nouveau livre, grâce à Denis Roche à l'époque. Et puis dans la foulée, et je dois dire un peu à la surprise des gens à qui j'ai présenté ce projet, j'ai eu l'idée d'écrire une histoire de la revue telle quelle, qui avait été fondée donc par Solers et quelques autres en 1960. Et puis bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais Solers a également été l'éditeur de mon premier roman, L'Enfant éternel, en 97. Bon, après, je l'ai vu de manière beaucoup plus irrégulière depuis une vingtaine d'années, mais sans jamais perdre tout à fait le contact avec lui. Et donc, le Monde m'a demandé de rédiger cette nécrologie. Et j'allais dire, j'ai été heureux. Non, c'est pas l'adjectif qui convient, mais j'ai trouvé que ça avait du sens pour moi, en tout cas, que de le faire. Parce que Solers, oui, reste, à mon sens, l'un des principaux écrivains de la littérature française d'aujourd'hui. Et bon, je vois beaucoup de témoignages, d'hommages qui lui sont rendus dans la presse, parfois de manière très admirative, et c'est bien, parfois de manière très agressive, et ça me surprend quand même un peu. Bon, ce qui prouve aussi que son œuvre et le personnage ne laissent pas indifférent, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Moi, j'ai voulu, c'était aussi parce que l'exercice très codé de la nécrologie m'y invitait, mais j'ai voulu rester très réservé en ce qui concernait les remarques personnelles. Solers disait toujours, ce qui compte, c'est pas les gens, c'est les textes. Ce qui semblait très violent, parce que du genre, les gens n'en ont rien à faire, etc. Mais d'une certaine manière, je pense que ça correspondait à sa pensée, parce que je pense qu'il a toujours
eu en tête l'accomplissement de son œuvre et qu'il pensait que c'était en fonction du texte que les gens devaient se déterminer. Donc parler de Solers, aujourd'hui pour moi c'est moins parler de Solers l'homme que d'autres ont mieux connu que moi, qui en parlent moins que moi, que d'autres ont moins bien connu que moi, qui en parlent beaucoup plus. Bon, non, ce qui compte ce sont les textes et il y a une œuvre qui est considérable, qui est inégale bien sûr. On n'écrit pas 80 livres en écrivant que des chefs-d'œuvre, mais bien qu'elle soit inégale, cette œuvre, elle est essentielle. Et je pense que Drame, Paradis, Femme, La fête à Venise, Les voyageurs du temps, ce sont des grands livres et des livres très différents qui nous permettent justement de nous échapper un peu de ce néo-naturalisme dont je parle dans Rien n'est dit et qui, à mon avis, rend la littérature française d'aujourd'hui souvent si uniforme et si inintéressante. Voilà. L'œuvre de Solers, c'est autre chose. Alors, on parlera du néo-naturalisme un peu plus tard, parce qu'avant, il va falloir quand même qu'on débroussaille toute cette histoire-là. Donc, vous présentez dans Rien n'est dit. Ah si, à la fin, vous le présentez justement comme quelque chose comme la suite de l'histoire de Tel quel. Enfin, vous l'avez un peu aussi, et c'est pour ça qu'il est publié au Seuil, pour garder une cohérence à ce niveau-là. Peut-être. C'est-à-dire, en fait, les choses ont commencé de manière un peu académique, universitaire. C'est-à-dire, il y a un exercice qui s'appelle l'habilitation à diriger des recherches. C'est une sorte de seconde thèse que l'on doit passer lorsque l'on veut devenir professeur. Donc, il a fallu que je passe cette habilitation à diriger des recherches pour devenir professeur. Je l'ai passé d'ailleurs avec le même directeur de thèse que celui qui avait dirigé ma thèse sur Solers, qui est Pierre Brunel. Et à cette occasion, l'exercice donc de l'habilitation à diriger des recherches veut qu'on récapitule un petit peu tout le travail qu'on a accompli durant la première partie de sa carrière académique. Et donc j'étais parti un peu sur une réflexion comme ça sur l'avant-garde, dans la continuité de la réflexion sur l'avant-garde que j'avais développée notamment dans Histoire telle quelle. Et puis après j'ai laissé tomber ce projet tout simplement parce que ça me semblait plus important, plus urgent, plus essentiel pour moi en tout cas, d'écrire les romans que me semble-t-il j'avais à écrire. Et donc ça fait plus de 20 ans que ce projet traîne plus ou moins, j'allais dire dans mes tiroirs, mais plutôt passe de disque dur en disque dur à mesure que je suis obligé de changer comme tout le monde d'ordinateur. Et j'ai été amené à plusieurs reprises à y revenir. Et finalement, par un concours de circonstances que j'évoque dans le livre, je me suis dit que c'était le moment de le faire. Parce que j'ai été sollicité par différents éditeurs, etc. Et lorsque j'ai repris donc ces textes anciens pour les actualiser, pour les compléter, pour les mettre à jour, pour les réécrire en fait, je me suis dit que ce serait une bonne chose, si Bernard Comment, qui dirige la collection Fiction et compagnie, était d'accord, bien sûr, de publier le livre là-bas, parce que justement, dans une certaine mesure, c'est un peu la reprise et la suite de la réflexion que j'avais menée sur les avant-gardes, donc au milieu des années 90, quand j'ai publié le livre sur l'histoire telle quelle. Donc les avant-garde et modernité sont les deux grands mots du livre. Hein. Donc on part avec le romantisme au milieu du premier tiers du 19e siècle, et on termine le panorama vraiment dans les derniers moments dans les premiers moments du 21e siècle. Oui, parce qu'en fait, le temps passe extraordinairement vite. C'est-à-dire, j'ai commencé ce livre donc il y a une vingtaine d'années, un peu plus même, et il paraît aujourd'hui. Et quand je l'ai commencé, donc mettons en l'an 2000, c'était avec le souvenir des débats qui avaient eu lieu déjà 20 ans auparavant. C'est-à-dire, moi je suis né en 62, donc j'ai eu 20 ans au début des années 80, c'est-à-dire à un moment où il semblait acquis pour tout le monde que la modernité c'était fini et que les avant-gardes appartenaient au passé. Et c'est justement parce que moi j'étais pas tout à fait convaincu de la pertinence de cette proposition-là qu'à un moment où ça n'intéressait plus grand monde, je me suis mis à m'intéresser moi, à titre un peu personnel, à ces avant-gardes, notamment à l'avant-garde structuraliste, mais
l'avant-garde structuraliste, elle me renvoyait vers les avant-gardes dont elle s'était elle-même inspirée, le surréalisme, Artaud, Bataille, etc. Donc, je me suis intéressé donc un peu de manière intempestive, un peu de manière anachronique, à contre-courant, à ces avant-gardes que tout le monde déclarait disparues. Et le livre correspond à ce désir que j'avais à l'époque et auquel je suis resté fidèle de manifester l'importance de tout ça et la pertinence de tout cela pour aujourd'hui. Donc c'est pas vraiment, j'en appelle pas un retour à l'avant-garde, oui, parce que je pense que ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais en revanche, j'en appelle à un désenfouissement de toutes ces questions qui ont été essentielles autrefois et qui manquent, je crois, à notre littérature d'aujourd'hui. Mais et une recomposition aussi, parce Ouais. que ce que vous faites et ce qui est, moi je trouve très nouveau, peut-être ça n'est pas, mais ça, il faudrait l'avis d'universitaires ou de philologues plus expérimentés, largement plus expérimentés que moi, mais j'ai l'impression que vous, ce qui n'avait pas été fait, c'est d'arriver à inclure dans ce grand mouvement moderne toutes les avant-gardes qui jusqu'à maintenant étaient exclues de fait par l'histoire de la littérature. Bah, disons ou sorti en fait je m'appuie sur des travaux très nombreux que j'ai lus et sur des choses qui sont connues des spécialistes, mais ce qui fait peut-être la nouveauté du livre et éventuellement son intérêt, c'est que je propose une vision très systématique et très synthétique. Alors c'est toujours le problème, quand on est synthétique et systématique, on est obligé de simplifier. Donc il y a beaucoup de propositions dans le livre qu'on va juger discutables ou qu'on peut juger erronées, mais ce qui m'intéressait, c'était de proposer une sorte de tableau d'ensemble qui effectivement couvre un espace et un temps considérable, puisque je remonte au moins au romantisme et parfois même encore avant, puisque j'évoque aussi la querelle des anciens et des modernes. Donc voilà, c'est une vision systématique et synthétique que je propose, en espérant qu'elle pourra éclairer un petit peu le lecteur, même si, bien sûr, tout cela demanderait à être précisé, et développé, et peut donc être discuté, hein, je le conçois tout à fait. Avec au centre au nœud de tout ça, cette question qui agite, alors là, effectivement, on peut remonter à la querelle des anciens et des modernes, mais en fait, on peut remonter jusqu'à Platon, sur cette question de la mimésis, qui est en fait un des piliers de la question de toutes les poétiques qui agitent les mouvements littéraires, et on fait avec, on fait sans, on fait... Mais voilà, la mimésis est au centre de tout, et que ce soit les modernes ou les avant-gardes, de toute façon, sont obligés de composer avec ou contre cette question de la mimésis. Oui, quand on raconte ou quand on racontait autrefois l'histoire de la modernité ou l'histoire des avant-gardes, on proposait ce que Jacques Rancière définit comme une fable exemplaire. Alors, je précise tout de suite que ça n'est pas la position de Jacques Rancière, c'est une position que Jacques Rancière critique. Enfin, cette expression de fable exemplaire, elle m'a bien plu, et c'est pour ça que je l'utilise à plusieurs reprises dans le livre. La fable exemplaire, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la dimension mimétique de l'art, elle a été contestée justement par le mouvement de la modernité et des avant-gardes. C'est-à-dire, pour faire simple, depuis Platon et Aristote, qui d'ailleurs étaient en opposition sur ce sujet, il y a l'idée que l'œuvre d'art, elle propose une image, une représentation du monde. Et ça reste bien sûr tout à fait pertinent. Sauf que ce qui caractérise la modernité romantique ou les avant-gardes les plus tardives du XXe siècle, c'est de contester en partie cette idée de mimésis, de représentation, à partir d'une vision autre de l'œuvre d'art, de l'œuvre littéraire. Alors j'essaye d'expliquer comment ça se développe au XIXe siècle, à l'époque du romantisme et du symbolisme, à partir de deux notions clés qui sont les notions de symbole et les notions de sublime. Et j'essaye de montrer comment tout ça est repris donc dans les années 50-60, au moment du structuralisme, avec la notion de Barthes, la notion de texte telle que Barthes la théorise, la notion de réel telle que Lacan, lui, la théorise. En gros, de quoi s'agit-il? Bien sûr, personne ne conteste que l'œuvre d'art, l'œuvre littéraire, elle propose une image, une représentation du monde. Mais elle ajoute à cette représentation du monde une réflexion au sens où l'œuvre d'art se réfléchit, se pense, se reflète elle-même. Elle met en scène son propre fonctionnement, ça c'est la dimension textuelle, et elle nous confronte à quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, de l'impossible. C'est ce qu'on appelle le réel avec Lacan notamment. Voilà. Vous avez une très belle citation d'un texte d'Aragon, alors j'avais noté qu'il date de 1935. Vous dites d'ailleurs que c'est un texte qui a été mal lu
parce que pris dans un contexte plus politique, où Aragon dit ce qu'il y a aujourd'hui de vivant dans le romantisme, dans le naturalisme, comme dans tous les mouvements poétiques et littéraires qui leur ont succédé, c'est ce qu'ils ont contenu de réalisme. Oui, c'est un texte qui date de 1935. Aragon en appelle à un retour au réel dans un livre dont le titre ne donne pas tellement envie de le redécouvrir. C'est un livre qui s'appelle Pour un réalisme socialiste. Et effectivement, on trouve un certain nombre de pages assez affligeantes dans lesquelles Aragon fait l'éloge du stalinisme, etc. Bon, mais il y a aussi une vraie réflexion littéraire qui est très intéressante parce que Aragon s'appuie bien sûr sur les grands auteurs réalistes qui sont ceux que défend le camp socialiste, alors Zola, Hugo par exemple, mais il ajoute à ces noms les noms beaucoup plus inattendus de Rimbaud, de Lautréamont, de Mayakovsky. Voilà, il y a un réel qui nous appelle, c'était le thème d'un de mes vieux livres publié aux éditions Cécile Defaux, le roman Le Réel. Le roman, disais-je dans ce livre, nous appelle à répondre à l'appel que l'impossible nous adresse. Voilà. Il y a cette dimension-là chez Aragon aussi, qui fait de lui un auteur qui est sans doute un auteur réaliste au sens conventionnel du terme, mais aussi bien autre chose que cela, bien davantage que cela. Voilà. Il y a quelque chose aussi, c'est que... Attendez, où est-ce que j'avais noté ça ? C'est peut-être un peu compliqué à expliquer de manière orale parce que il faut prendre le temps de la démonstration. Mais enfin, j'espère être à peu près clair quand même, quoi. Ça y est, j'ai retrouvé. C'est ce que vous faites aussi, c'est que vous réintégrez les avant-gardes dans le grand mouvement moderniste en disant que elles pourraient splendidement tourner le dos à tout le reste en fait, mais elles ne le font pas. Alors le surréalisme ne le fait pas, tel quel ne le fait pas non plus, le nouveau roman ne l'a pas fait non plus. Voilà, ça c'est quelque chose aussi qui m'a semblé être un élément nouveau dans le discours sur l'histoire de la littérature, c'est qu'on avait l'habitude de singulariser les avant-gardes en disant voilà, ils sont tout seuls à rebours contre tout le reste, et voilà. Et vous dites qu'au contraire, il y a aussi un regard des avant-gardes sur le reste du. Oui, j'essaie de sortir d'une vision un peu dogmatique de l'avant-garde qui a prévalu à l'époque justement où ce modèle semblait un modèle essentiel et en quelque sorte incontournable. Donc j'essaie de montrer que ça ne tient pas debout que de présenter l'histoire de la littérature comme une sorte de triomphale marche en avant de l'idéal moderne. Il y a un mouvement qui est plutôt un mouvement de flux et de reflux, un mouvement de balancier. J'évoque cette image de la vague avec ses crêtes et avec ses creux. Donc il faut sortir d'une vision téléologique et manichéenne de l'histoire littéraire. Téléologique, c'est-à-dire la conviction que cette histoire, elle nous mènerait quelque part, ou et manichéenne, il y aurait les gentils et les méchants, voilà, et pour les anciens, ce sont les modernes qui sont les méchants, et inversement. Bon, tout ça n'a pas grand intérêt et n'a pas beaucoup de sens. Il faut essayer de comprendre de manière plus complexe, finalement, ce qui s'est passé et qui conduit parfois certains auteurs à passer apparemment d'un camp à l'autre, mais en restant tout à fait fidèles à eux-mêmes. C'est l'exemple d'Aragon, hein, qui n'a cessé d'être tour à tour et simultanément du côté des anciens et des modernes, mais qui est toujours resté fidèle à une certaine passion du réel, qui s'exprime même dans les livres les plus expérimentaux, comme Le Paysan de Paris, et également dans les livres les plus conventionnels, comme les romans, disons, du cycle du monde réel. Voilà. Oui, ou même dans la poésie, où il va puiser aussi. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça. Bon, j'en parle pas beaucoup dans Rien n'est dit parce que j'en avais parlé beaucoup dans la biographie que j'ai consacrée à Aragon, mais c'est très intéressant de voir comment Aragon revient dans les années 30 à une poésie qui peut sembler très, très classique, conventionnelle. Il réintroduit la rime, il réintroduit la versification. Tout ça pour faire chanter à nouveau la poésie, ce que André Breton ne supporte pas, parce que lui, il pense qu'il faut rester fidèle à la vision plus expérimentale qu'il défend avec l'écriture automatique. Bon. Je parle aussi beaucoup dans le livre enfin beaucoup, je consacre quelques pages à Balzac. Balzac, c'était la bête noire du nouveau roman. Quand vous lisez, moi j'aime beaucoup Robbe-Grillet, mais quand vous lisez pour un nouveau roman de Robbe-Grillet, Balzac, pour lui, c'est le repoussoir absolu. C'est ce que la littérature romanesque peut produire de plus conventionnel et de plus affligeant. Bon, bien sûr, c'est tout à fait faux et ça ne tient pas debout. Il y a aussi une manière de penser l'œuvre de Balzac
en la resituant dans cette histoire de la modernité. Et Balzac, d'une certaine manière, n'est pas moins moderne que Flaubert. On a toujours défendu Flaubert du côté des avant-gardes, du côté du nouveau roman, pour mieux stigmatiser Balzac. Mais non, il faut sortir, bien sûr, de ces visions. Je le disais, manichéennes et téléologiques, dogmatiques de l'histoire littéraire. Oui, parce qu'en définitive, c'est ce que vous faites en nous présentant non plus la flèche du temps ou la stratification des différents mouvements qui se succèdent et qui sont tournés vers une idée de progrès, parce que ça aussi, on va en parler, voilà. Mais l'histoire littéraire comme un progrès qui vient se succéder à un autre, non. Alors je vous utilisais, donc vous avez un petit peu dit l'image du balancier. Mais une autre belle image aussi, vous dites, il faudrait imaginer une frise en 2 dimensions qui serait faite d'ondulations. Oui. Et ça, je trouve que c'est une très belle image qui permet aussi de désenclaver les singularités de la littérature pour les intégrer dans ce grand mouvement moderniste. Oui, penser en termes d'ondulation, ça me ramène à mon roman Le chat de Schrödinger. Penser en termes d'ondulation, ça permet de sortir d'une vision classique ou néoclassique de la réalité. Les choses sont beaucoup plus compliquées. La lumière est à la fois onde et corpuscule selon la manière dont on l'observe. Les œuvres littéraires, c'est pareil. Selon la manière dont on les observe, elles apparaissent comme se situant plutôt du côté des anciens ou plutôt du côté des modernes, parce qu'en vérité, elles sont à la fois d'un côté et de l'autre. Elles nous proposent une image du monde, mais en même temps, elles déconstruisent cette image et elles nous invitent à réfléchir sur ce quelque chose qui échappe à la représentation et qui est ce réel dont je parlais tout à l'heure. Et un autre exemple, puisque c'est ce poète à qui j'emprunte le titre de mon essai, Ducasse ou Lautréamont. Est-ce que Lautréamont, l'auteur des Chants de Maldoror, est le même Ducasse qui écrit l'année d'après les poésies? S'agit-il d'un poète classique ou d'un poète romantique, d'un ancien ou d'un moderne? Personne ne le sait en fait. Et c'est pourquoi il est si intéressant. Et c'est pourquoi cette formule « rien n'est dit », elle m'a semblé, en raison de son ambiguïté même, pouvoir servir de titre à la réflexion que je propose. Oui, mais au fond, vous venez de le dire, mais c'est une très belle image à réutiliser, celle du chat de Schrödinger. Parce qu'on a des écrivains Schrödinger. Oui. Aragon qui est en même temps dans les 2 boîtes. Où on ne sait pas dans quelle boîte il est quand on va ouvrir le livre. Voilà, oui. C'est, ouais. Alors, il y a une autre notion aussi qui est, alors là, que vous expliquez, en fait, ce qui différencie, vous dites, vous me corrigez si je dis une ânerie, ce qui différencie le moderne de l'avant-garde, c'est que dans l'avant-garde, on a 3 éléments qui sont l'élément poétique, l'élément théorique, l'élément politique, qui n'est pas, et la croyance dans le progrès. Oui. Je propose cette définition, j'ai proposé il y a longtemps, mais que je reprends ici, c'est qu'on peut parler d'avant-garde chaque fois qu'on est confronté à un groupe d'écrivains ou d'artistes. Il y a la dimension collective aussi, qui est engagé dans le projet d'une triple révolution, qui soit à la fois poétique, théorique et politique. C'est la fameuse phrase de Breton en 1935, je crois. Breton déclare « Transformer le monde », a dit Marx, « changer la vie », a dit Rimbaud, ces 2 mots d'ordre pour nous n'en font qu'un. Transformer le monde, c'est la 11e thèse sur Feuerbach. Jusqu'à présent, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut désormais le transformer. Puis changer la vie, c'est dans Une saison en enfer de Rimbaud. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut changer le langage, il faut changer les formes littéraires. C'est la révolution poétique, mais dans la mesure où, loin de le faire dans une visée purement formaliste, c'est-à-dire le plaisir de bricoler la langue pour la bricoler, loin de se situer dans une visée purement formaliste, il s'agit de transformer les formes littéraires, mais pour nous permettre de voir le monde autrement, ça c'est la dimension théorique, et d'agir sur lui d'une manière différente, c'est la dimension politique. Alors toute l'histoire des avant-gardes, c'est que c'est très difficile de nouer ces 3 éléments, et que les écrivains, à juste titre, ils considèrent que ce qui est essentiel, c'est la révolution poétique. C'est-à-dire, c'est le travail sur les formes littéraires qui va être déterminant, qui va être premier, qui va être essentiel. Alors qu'au contraire, le philosophe ou le militant, du côté de la révolution philosophique ou de la révolution politique, le philosophe et le militant vont avoir tendance à vouloir mettre, comme on disait autrefois, au poste de commandement, la théorie ou l'idéologie. Toute l'histoire des avant-gardes, elle se raconte, elle peut se raconter, c'est ce que j'essaie de faire, à partir de la contradiction qui existe entre ces 3 dimensions-là. Ouais.
Les contradictions, on va y venir un peu après. Parce que j'avais repéré aussi une phrase que vous utilisez de Philippe Solers. L'écriture, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Oui, il y a cette dimension politique chez toutes les avant-gardes, notamment du côté du surréalisme ou du côté du structuralisme et du côté du romantisme avant aussi. Enfin, en tout cas, à partir du moment où le romantisme se convertit à la cause de la Révolution française. Et effectivement, c'est pour ça que je parlais d'une vision téléologique de l'histoire littéraire. Ça s'accompagne d'une croyance chez certains dans le progrès. Voilà. Baudelaire, qui est plutôt un moderne qu'un auteur d'avant-garde, Baudelaire, lui, déteste l'idée de progrès. Oui. Et donc, à ce titre, il y a une dimension qu'on peut qualifier de réactionnaire dans son œuvre, sans que ça soit forcément une critique, bien sûr, qui lui est adressée. D'autres auteurs, au contraire, semblent souscrire à cette vision progressiste de l'histoire littéraire ou artistique. Mais c'est toujours compliqué. Par exemple, Victor Hugo, on s'imagine que c'est un auteur qui croit au progrès. Il croit au progrès dans une certaine mesure, parce qu'il défend un certain nombre de causes politiques, sociales, etc., dans Les Misérables, dans sa poésie aussi. Bon. Mais quand vous lisez ce livre très méconnu, et qui est pourtant un livre magnifique, qui est le William Shakespeare de Victor Hugo, hein, c'est ce qui devait être la préface aux traductions par son fils de l'œuvre de Shakespeare lorsqu'ils étaient dans les îles anglo-normandes, et qui est devenu un livre absolument énorme où il est assez peu question de Shakespeare finalement. Ben, quand vous lisez ce livre, il y a toute une série de développements de Victor Hugo où il oppose l'art à la science en disant la science, elle progresse, l'art, lui, ne progresse pas. Ouais. C'est-à-dire, Virgile n'est pas un plus grand poète qu'Homère, Dante n'est pas un plus grand poète que Virgile, Shakespeare n'est pas un plus grand poète que Dante, et même Victor Hugo, semble dire Victor Hugo, n'est pas un plus grand poète que tout cela. Alors qu'on sait que la modestie n'était pas la qualité essentielle de Victor Hugo, mais il y a cette idée que tous les génies se situent simultanément en une sorte d'espace-temps qui échappe à l'espace et au temps. Voilà. Donc Victor Hugo, contrairement à ce qu'on s'imagine, n'est pas du tout quelqu'un qui croit au progrès en art. Même si, dans le cas des... il y a cette idée que vous développez aussi au début, dans le cas des grands écrivains, qui sont toujours aussi la somme des choses qui ont précédé Dante. Dante est aussi... Dante contient Homère, Victor Hugo contient Shakespeare, plus Rabelais, plus Dante. Voilà, à chaque fois, ça s'accumule. Chaque fois qu'on est amené à raconter l'histoire de la littérature, comme le fait Hugo dans son William Shakespeare ou comme le fait Breton dans les manifestes du surréalisme, bien sûr, un écrivain, il n'est pas tenu aux mêmes règles, j'allais dire, scientifiques et déontologiques qu'un universitaire. Donc, il raconte l'histoire, il raconte le passé pour mieux montrer comment ce passé conduit à un présent qu'il est convaincu d'incarner. Donc, c'est quand Breton se livre à cet exercice dans les manifestes du surréalisme, il dit tous les grands écrivains du passé étaient déjà surréalistes, en sens qu'ils annonçaient le surréalisme et que c'est avec le surréalisme que les œuvres du passé s'accomplissent. Alors pour rester sur cette idée de la langue politique, il y avait une autre phrase qui m'a beaucoup interpellé, et puis j'aimerais bien aussi qu'après on développe aussi autour de Roland Barthes, parce que ça fait partie des grands acteurs en tout cas de la deuxième partie. C'est cette phrase sur de Roland Barthes, donc c'est dans les cours, donc c'est dans le livre Leçons. Donc c'est un livre tardif de Barthes, où il écrit « La langue comme performance de tout langage n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste, car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher à dire, c'est d'obliger à dire. » Oui, mais ça a fait scandale à l'époque, parce que Barthes venait juste avec difficulté d'être nommé au Collège de France sur une chaire qui, je crois, était une chaire de sémiotique. Et donc les linguistes qui l'avaient accepté avec quelques réticences ont assez peu apprécié que Barthes proclame que l'objet même de leur étude était comme ça compromis au point de pouvoir être qualifié de fasciste. Mais ce que dit Barthes me semble très juste, très pertinent. Il explique que quand on parle, forcément on répète et on affirme. Je reprends les mots des autres et donc je me soumets en quelque sorte à ce discours dont j'hérite. C'est ce qu'il appelle, je crois, la grégarité de l'assertion. Oui, plutôt, on répète et on affirme, c'est-à-dire on dit des choses. Hein. On est forcément, à son insu,
celui qui énonce une proposition, et cette proposition, elle est forcément chargée d'un certain savoir, d'une vision du monde, d'une conviction, et finalement d'une idéologie. Donc, il s'agit d'essayer d'échapper à ce double mécanisme par lequel nous sommes donc à la fois maîtres et esclaves. Comment? En se taisant? Non, mais en utilisant la langue autrement. Et c'est ce que fait la littérature, nous dit Barthes. Parce que le texte littéraire, c'est justement un texte qui dit des choses, mais sans les répéter, puisqu'il invente. Il invente, dans une certaine mesure, une nouvelle langue à l'intérieur de la langue. Et c'est une langue qui n'est pas du côté de l'assertion, mais qui est plutôt du côté de la suspension du sens, de l'inquiétude, de la perplexité, de la confrontation à l'irreprésentable, à l'indicible. Donc pour Barthes, la seule manière de ne pas se soumettre à cette logique de servitude qui caractérise le discours, c'est de jouer du discours autrement, comme le font précisément les gens qui écrivent ou ceux qui lisent. Ça me fait penser à... Il y a dans le livre récent de Didier Huberman sur Klemperer, il reprend une histoire de Primo Levi qui raconte dans le camp, à la fenêtre, il voit une stalactite, il a très soif, et il ouvre la fenêtre pour attraper la stalactite, et il y a un Allemand, enfin un militaire allemand qui l'empêche, et il se retourne et lui dit pourquoi je pourrais pas et l'Allemand lui répond il n'y a pas de pourquoi. Effectivement, il n'y a pas de possibilité de dire. Oui. La langue, elle peut être un instrument d'oppression aussi, sauf si on la fait jouer autrement. C'est ce que fait aussi Primo Levi. Dans le fameux chapitre de Si c'est un homme, où il est question du chant de la Divine Comédie, où est évoquée la figure d'Ulysse, ou aussi dans d'autres livres qui sont moins souvent cités de Primo Levi. Mais moi, j'ai une grande admiration pour ce livre de Primo Levi qui s'appelle Le système périodique, et qui est aussi un exercice de spéculation scientifique qui est tout à fait intéressant et même assez formidable. Alors, on progresse un petit peu dans notre rien n'est dit, parce que toute la troisième partie, elle est consacrée à nous parler de la fin des avant-gardes, donc la fin, ce que vous appelez le post-structuralisme, l'époque telle qu'elle, et puis comment telle qu'elle se termine, et puis tout ce que vous allez appeler l'aggiornamento, qui nous amène à la situation de la littérature d'aujourd'hui, donc de la fin des années 70 au début des années 80. Alors, sur cette thématique-là, ma première question, ce serait quand même de vous interroger sur le fait que vu tout ce qui a été avancé par Barthes et par tel quel sur la reconsidération d'une œuvre en tant que seulement un texte, c'était quand même très prévisible que ça ne soit qu'une parenthèse, en fait, tel quel est cette avant-garde-là, parce que il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que à quoi il s'attendait au début. Oui, ce qui va conduire à ce qu'on appelle la crise des avant-gardes, c'est justement la confrontation aux limites même de cette démarche. C'est-à-dire, il y a d'autres éléments qui sont liés à la crise de ce que Jean-François Lyotard appelle les grands récits, et notamment la crise des idéologies. Tout ça est lié, mais il y a aussi ce sur quoi vous insistez maintenant à juste titre, dit que on ne peut pas aller toujours plus loin du côté de la négation des formes littéraires, parce qu'à un moment donné, cette négation, elle aboutit tout simplement à la destruction de l'œuvre littéraire et au silence. Donc c'est pourquoi ce mouvement que j'analyse de balancier ou de crête et de creux est aussi un mouvement salutaire, parce qu'il permet à la littérature de se reprendre au sens de ce mot de Kierkegaard que j'ai souvent cité et qui vient donc du livre que le philosophe danois a consacré à la reprise. Donc la reprise, elle oblige à un retournement, à un renversement qui est celui auquel on va assister dans les années 80. Alors sous des formes intéressantes, avec Barthes notamment, ou sous des formes qu'ils sont moins. Donc j'essaye de raconter tout ça parce que je reviens vraiment à ça, c'est-à-dire en un sens, même si c'est un livre assez peu personnel, enfin en tout cas beaucoup moins personnel que les romans que j'ai écrits,
il n'est pas dépourvu d'une dimension, j'allais dire, presque autobiographique. C'est-à-dire, j'ai voulu en revenir finalement à cette époque, donc où j'avais 20 ans, le début des années 80, pour essayer de mieux comprendre avec les lectures que j'ai faites depuis et l'expérience peut-être que j'ai accumulée, pour essayer de mieux comprendre ce qui s'était passé et justement pourquoi d'un seul coup on avait déclaré que l'idée de modernité était caduque et que tout ce qui avait correspondu à l'aventure des avant-gardes devait être désormais révoqué. Donc j'essaye de revenir sur ces débats et de comprendre un peu quelle était leur logique et quelles ont été leurs conséquences jusqu'à aujourd'hui. Vous revenez même sur les 2 dernières années de cours de Roland Barthes qui s'appelait La préparation du roman et était prêt, lui, à passer à Oui, mais Barthes est passer le vraiment cap. essentiel. Bon, Ouais. moi, je suis surpris. Je vois des collègues aujourd'hui, parce que je suis universitaire maintenant, des collègues, je dirais la majorité de mes collègues, peut-être que je ne fréquente pas les bonnes personnes, mais qui considèrent Barthes comme un auteur absolument négligeable, comme un imposteur, un escroc, qui mérite l'oubli dans lequel il est tombé. Bon, non, Barthes est vraiment quelqu'un, en tout cas pour moi, et je ne suis pas le seul, j'espère, qui a été essentiel parce que justement, il est celui qui a permis cette transition sur un mode qui ne soit pas le mode régressif auquel beaucoup d'autres par la suite ont cédé. Il y a ce qu'il appelle lui-même sa palinodie. Hein. C'est un mot sur lequel j'insiste. Palinodie, ça vient du grec, ça veut dire chanter à nouveau. Ça signifie renier les convictions qui étaient les siennes, mais de manière à permettre qu'un chant nouveau naisse. Voilà. Et Barthes réfléchit sur cette palinodie qui est la sienne à la fin des années 70, notamment dans un livre tout à fait essentiel, et qui, moi, me touche particulièrement en raison des romans que j'ai écrits, c'est La Chambre claire, hein, où il médite sur cette expérience du deuil, et il dit que justement, il y a quelque chose dans l'expérience du deuil qui oblige à faire retour vers la réalité, mais dans ce qu'elle peut avoir de déchirant, de bouleversant, et tout ça est pensé chez lui à partir d'une réflexion sur l'image photographique. Donc il y a un retour à la représentation qui se trouve théorisé donc, dans La Chambre claire, du côté de la photographie, et à quoi Barthes va se consacrer aussi, justement, dans ce texte absolument magnifique, qui est la préparation du roman, c'est-à-dire le cours inachevé qu'il a enseigné au Collège de France avant de mourir accidentellement, et qui est surtout une longue réflexion sur Proust, mais Barthes se demande comment faire pour écrire un roman, voilà. Ou pour écrire un roman à nouveau, puisqu'il y avait quand même un certain interdit qui pesait au temps des avant-gardes sur la forme romanesque. Donc il se demande, est-ce que Proust et Tolstoï sont à nouveau possibles ? Oui, ils le sont, mais sous une forme qui n'oblige pas forcément à répudier toute cette avant-garde à laquelle Barthes a été aussi attentif et qui détermine très largement aussi l'idée qui se fait de la littérature. Et c'est ça qui ouvre la voie donc à ce que vous appelez le néo-naturalisme et alors toute cette partie que vous appelez l'aggiornamento. Oui, sauf que on ne sait pas très bien quel roman Barthes aurait écrit. Peut-être même qu'il n'aurait pas écrit de roman, parce qu'en fait tout ça est réfléchi sur un mode très hypothétique. Barthes se dit, imaginons que j'écrive un roman, quelle pourrait être la forme de ce roman ? Bon, il pose la question, mais il n'y répond pas. Peut-être parce qu'il est mort, avant d'avoir poussé la réflexion jusqu'à son terme, ou peut-être que de toute manière, il n'envisageait pas que cette réflexion puisse prendre véritablement la forme positive d'un roman qu'il écrirait. Ça, j'en sais rien, et personne ne peut le dire. Lui-même, peut-être, ne le savait pas en mourant. Mais pour Barthes, ce retour au roman, il devait se faire sur un mode qui était malgré tout un mode encore expérimental. Il parle beaucoup de la tierce forme, un livre qui ne soit ni un roman, ni un essai, mais un essai et un roman en même temps. Bon. Et ça n'est pas du tout ce néonaturalisme dont je parle, qui très souvent a consisté tout simplement à rétablir de façon complètement inquestionnée les formes les plus conventionnelles de la littérature antérieure. Oui, c'est ce qui arrive avant-guerre, même des fois même sans prendre en considération Virginia Woolf et Henry James. On revient au naturalisme du 19e, quoi. Oui, comme à cette époque dont je parle dans le livre, donc les années 80, la plupart des écrivains qui ont commencé à écrire à cette époque-là considéraient que
que toute cette tradition moderniste dont je parle dans le livre, elle était nulle et non avenue. Il fallait tourner la page sur tout ça. Et c'était l'époque de ce qu'on appelait les néo-hussards, notamment. Enfin, il y a eu véritablement une volonté de considérer que toute cette littérature expérimentale avait été tout à fait nocive à la création romanesque et que donc il fallait faire comme si tout ça n'avait pas eu lieu, quoi. Et puis en parallèle, alors ça c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans Déconstruire et reconstruire, c'est cette idée que peut-être il y a encore aujourd'hui une mauvaise lecture de ce qu'a été le structuralisme ou de la fin des avant-gardes, une lecture erronée, mais bon, vous avez commencé un petit peu à le dire aussi, qui fait qu'on préfère balayer ça, vos collègues préfèrent balayer Barthes, plutôt que de considérer qu'il y a peut-être une deuxième topique chez Barthes. Il y a eu chez lui-même, venant de Barthes lui-même, une reconsidération de tout ce qu'il a pu faire avant. La critique des avant-gardes, souvent, elle prend pour argument essentiel la contestation du formalisme qui aurait été celui de ces avant-gardes. En fait, on bouleverse les formes littéraires pour le plaisir de les bouleverser, et en quelque sorte pour faire l'intéressant ou pour faire le malin, voilà. Alors que, me semble-t-il, chez les grands auteurs d'avant-garde, en tout cas ceux que je défends dans le livre, il n'y a jamais eu cette visée strictement formaliste. Ça n'a aucun intérêt de changer la langue pour le plaisir de la changer. Ça n'a d'intérêt que si ce changement que l'on opère sur les formes romanesques, il permet de faire advenir une vision nouvelle et une présence différente au monde. Et ni les surréalistes, ni ceux qui les ont suivis, en ce sens, n'étaient des formalistes. Ils ne considéraient pas que la révolution poétique dans laquelle ils s'engageaient devait être détachée de cette révolution théorique et politique à laquelle ils aspiraient aussi. Moi, je suis pas du tout. C'est pour ça que je suis pas du tout un défenseur de certaines formes de l'expérience avant-gardiste au XXe siècle. Bon, pour mettre les pieds dans le plat et pour dire les choses très clairement, tout ce qui est le lettrisme, la poésie sonore et tout ça, j'en parle très peu parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, parce que justement, à mon avis, cela relève de cette déviance, si on veut, formaliste, à laquelle n'ont jamais cédé les grands auteurs que, pour ma part, je défends. Si vous voulez, ça remonte à Mallarmé, Rimbaud, Lautréamont, Breton, Aragon, Artaud, Bataille, bien sûr, Bataille qui joue un rôle très important, et puis les auteurs du nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, les auteurs de tel quel, et puis bien sûr aussi des auteurs d'aujourd'hui, parce que je ne veux pas du tout donner à penser que je considérais que tout ça appartient au passé, et j'ai eu à cœur, au contraire, de mettre en avant dans les derniers chapitres de mon livre un certain nombre de figures d'écrivains d'aujourd'hui qui, me semble-t-il, sans être des auteurs d'avant-garde et sans forcément se réclamer de la modernité, proposent dans leur œuvre quelque chose qui, malgré tout, permet que cette histoire-là se continue. Quignard, Ernaud, Kundera, Solers, ou pour les plus anciens, Robbe-Grillet, je cite aussi Hélène Cixous. Enfin bon, il y a beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui qui, me semble-t-il, méritent d'être considérés. Alors, il y a un autre moment aussi, ça on est autour de la fin du XXe siècle, qui m'a beaucoup intéressé, mais j'ai besoin de quelques éclaircissements. C'est tout ce que vous dites autour de la question du postmoderne. Parce que moi, j'avais une idée beaucoup plus anglo-saxonne du postmoderne, où j'étais resté sur cette idée que les écrivains postmodernes étaient des écrivains de type Pynchon, William Gass, qui travaillaient la forme un peu à la même manière que, au fond, que le nouveau roman. C'est-à-dire poser la question de comment restituer au travers de la littérature un réel qui est impossible à restituer. Et là, en fait, vous posez d'autres bases du mot postmoderne en disant que c'est pas exactement la même chose tel qu'il est défini par Lyotard ou tel qu'il est réutilisé à la fin du XXe siècle. Donc j'aimerais bien que vous nous débroussaillez un petit peu tout ça. Moi j'ai commencé ma carrière en Grande-Bretagne, donc effectivement je suis un peu au fait du sens que la critique anglophone a donné au mot postmoderne. Lorsque vous lisez des livres anglais ou américains sur le postmoderne, on vous dit par exemple que Borges est un auteur postmoderne ou que Robbe-Grillet est un auteur postmoderne. Bon, il me semble que ça n'est pas dans cette acception-là que le mot postmoderne s'est imposé en France
dans les années 80. Et donc j'essaye de rappeler un certain nombre de repères en évoquant donc Lyotard, Lipovetsky, et puis surtout les écrivains qui ont été partie prenante dans cette querelle, on peut dire, du postmoderne. J'évoque Umberto Eco, Milan Kundera, Philippe Solers et quelques autres encore. J'évoque aussi, mais j'aurais pu le faire davantage, Henri Méchenique, qui est l'un des rares à avoir écrit un livre à l'époque qui en vaille vraiment la peine sur cette question-là. C'est-à-dire, le problème du postmoderne, c'est qu'il peut être envisagé à la fois comme un ultramodernisme Oui. et comme un anti-modernisme. Et ce que j'explique dans le livre, ce que j'essaye de montrer, j'espère avoir raison, il me semble que j'ai raison, mais enfin, peut-être qu'on peut m'opposer des contre-exemples ou des contre-arguments. J'essaye de montrer que ce qui caractérise l'évolution du débat sur le moderne depuis les années 80, c'est le fait que le postmoderne a d'abord été pensé comme un ultramodernisme, et de plus en plus, il est désormais pensé comme un antimodernisme. Voilà. C'est la thèse. Oui, c'est pour ça que vous dites qu'il y a ambivalence, en fait. Voilà. Il y a une ambivalence, Ouais. mais cette ambivalence, elle a évolué de telle sorte que la dimension progressiste du postmodernisme s'est progressivement effacée au bénéfice de son interprétation de plus en plus réactionnaire, disons. D'accord. Donc c'est en ça que cette notion de postmodernisme rend impossible la présence d'une nouvelle avant-garde, en fait. Ce qui rend impossible une avant-garde aujourd'hui, c'est le fait que... Alors, c'est peut-être en train de changer, et notamment, je me demande si ça n'est pas en train de changer à considérer les générations plus jeunes qui viennent et des livres qui sont écrits par des gens qui ont 20 ans ou 30 ans de moins que moi. Donc peut-être que tout cela est en train de changer, mais ce qui rendait impossible l'avant-gardisme, ce qui rendait inéluctable sa disparition, c'est le fait que pendant un bon bout de temps, plus personne n'était prêt à croire à l'idée de révolution. Donc s'il n'y a plus de croyance en une révolution possible, il n'y a plus d'avant-garde qui soit envisageable. Voilà. Enfin, je reviens toujours à ces années 80, mais on est juste au lendemain de la publication de l'Archipel du Goulag, on est au lendemain de ce qu'on a appelé la nouvelle philosophie, on est à un moment où ce qui domine, c'est la conviction soudaine du caractère totalitaire du projet révolutionnaire tel qu'il a dominé le XXe siècle. On redécouvre notamment un auteur qui, moi, a beaucoup compté pour moi, et sur lequel j'ai écrit même un livre, qui est Albert Camus, L'homme révolté. C'est la grande thèse de Camus qui oppose révolte et révolution. Donc, jusque dans les années 70-80, ce qui dominait, c'était l'idée de révolution. Ce qui prend sa revanche à partir de la fin des années 70 et des années 80, c'est la thèse propre à Camus, qu'il faut résister à l'utopie révolutionnaire au nom d'une pensée qui soit une pensée de la révolte. Donc, en l'espace de quelques années, l'idée révolutionnaire s'est trouvée complètement démonétisée. Et donc, du même coup, l'utopie avant-gardiste qui en était indissociable. Donc, si on se remet à croire à la révolution, alors une avant-garde sera peut-être possible. Parce qu'il faut bien insister, et vous avez commencé à le dire, le livre n'est pas un constat d'échec pour dire qu'il n'y a plus rien qui se fait aujourd'hui. Peut-être qu'on est dans un moment de creux. Vous dites aussi dans les mouvements d'ondulation et de balancier, il y a des moments, il y a des crêtes et il y a des creux. Et peut-être en fait, on est simplement dans un moment de creux, en attendant qu'il y ait... Oui, c'est la conviction que j'ai. Vous n'êtes pas le chantre d'une post-littérature ou d'une disparition complète de la littérature. Non, je pense qu'on est effectivement dans une période de creux qui est caractérisée essentiellement par l'hégémonie de ce que j'appelle une littérature néonaturaliste, c'est-à-dire une littérature qui vise essentiellement à produire une image de notre présent et de la réalité historique et sociale dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui est très bien, mais ce qui n'est pas suffisant, me semble-t-il. J'en reviens à Solers dont on parlait tout à l'heure. Dans la nécrologie d'il y a quelques jours, je cite un passage de Portrait du joueur où Solers ironise sur ce qu'il appelle le règne de la story. On retrouve d'ailleurs la même idée chez Kundera, qui sans doute a
avait lu ce livre de Solers, sur lequel d'ailleurs je crois il a écrit. Voilà. On vit sous le règne de la story, c'est-à-dire de l'intrigue, ce qui implique un formatage de la littérature selon des modèles qui sont essentiellement ceux de l'industrie du divertissement. Je le dis sur le mode un peu polémique dans le livre, mais je le crois véritablement. Les livres ne valent plus aujourd'hui que s'ils constituent la novélisation par anticipation des séries qui en seront tirées. Voilà. Ou alors s'ils fournissent un pitch qui soit susceptible d'être discuté, par exemple, sur CNews. Voilà. Il n'y a plus que cette littérature-là qui soit désormais visible. Et ça pose un problème, parce que du coup, la plupart des livres finissent par se ressembler. Oui. Et ça pose un problème aussi, parce que ce règne de la story, il n'est pas neutre. Il porte avec lui aussi une certaine idéologie, une certaine vision du monde, contre laquelle il me semble important de s'inscrire en faux. Voilà. Donc, et certains écrivains d'aujourd'hui le font. Enfin, moi, j'essaye de le faire dans la mesure de mes petits moyens, mais je cite 2 grands écrivains d'aujourd'hui dont les noms, me semble-t-il, sont incontestables et dont j'essaye de montrer qu'eux aussi ils ne souscrivent pas à cette vision de la littérature. Alors, ce ne sont peut-être pas les écrivains les plus connus, parce que ce ne sont pas ceux que met en avant l'industrie du divertissement. Je pense que Pascal Quignard a beaucoup moins de lecteurs que Michel Houellebecq, par exemple. Mais à chaque fois que j'ouvre un livre de Pascal Quignard, j'éprouve un sentiment d'excitation. Je me dis, voilà, il y a quelque chose qui va se passer dans ce livre. Alors qu'à chaque fois que j'ouvre un livre de Michel Houellebecq, et c'est de moins en moins le cas, au bout de 2 pages, je sais déjà tout ce qui va se passer, avec quoi je ne suis pas d'accord, et qui m'ennuie et me tombe des mains. Voilà. Oui, je pourrais vous interroger aussi sur le pouvoir d'édification de la littérature, enfin en tout cas cet impératif d'édification, je veux dire, ça sert aussi à ça. Pour reprendre Sarinagara, c'est un livre, les 3 vies des 3 écrivains et du photographe, des 2 écrivains et du photographe japonais. Bon, voilà, servent aussi à découvrir tout ça. Oui, il y a cette dimension par laquelle le livre doit raconter une histoire, malgré tout. Hein. Certains grands écrivains peuvent se payer le luxe de ne pas le faire. Effectivement, dans les derniers livres de Solers, dans tous les livres de Solers, il n'y a jamais d'histoire. Chez Pascal Quignard, il y a parfois des histoires, mais ce sont dans ses livres les moins intéressants. Les très grands livres de Quignard, ce sont ceux qui ne racontent aucune histoire. Je ne sais pas, je peux prendre d'autres exemples. Mon année dans la baie de personne de Peter Handke, c'est un chef-d'œuvre. Qu'est-ce que ça raconte? On n'en sait rien, et c'est long de près d'1 millier de pages, quoi. Bon, il y a plein d'autres exemples qui pourraient être mis en avant. Mais bon, tout le monde ne peut pas se permettre ce luxe qui consiste à écrire un livre qui soit absolument dépourvu d'histoire. Mais même si on raconte une histoire, ce que je fais moi plus ou moins, il faut aussi que le livre s'interroge sur la manière dont l'histoire qu'il raconte, il la raconte précisément de manière à faire advenir une sorte de confrontation avec ce quelque chose qu'on peut appeler le réel, l'impossible, qui est précisément l'objet de la littérature. C'est la littérature, elle est là pour nous confronter à quelque chose qui résiste. Non pas pour nous dire le sens de ce qui est, ça c'est la tâche de la philosophie, de la religion, de l'idéologie, etc. Mais pour nous confronter à ce quelque chose qui résiste au sens et qui malgré tout demande à être dit. Voilà. Vous parlez de Peter Handke, enfin vous mettez en parallèle Peter Handke et Quignard, mais peut-être, est-ce que vous avez ce sentiment que on trouvera plus facilement des écrivains dans les littératures étrangères, en traduction, des livres comme ça qui vont porter le monde? Je veux dire, est-ce que c'est une particularité de la littérature française très germanopratine, très d'être vraiment autour de son nombril et moi, je crois que ce qui caractérise... Alors, le livre est surtout consacré à la littérature française, oui. mais par ailleurs, je m'intéresse à d'autres littératures que la nôtre, et ce qui me semble caractéristique de la situation actuelle, c'est l'avènement de ce qu'on appelle parfois une world literature, qui est
très différent de la Weltliteratur dont parlait Goethe à l'époque. Moi, je lis, enfin de moins en moins, mais je lis parfois quand même des livres, alors qui viennent d'Amérique du Sud, d'Inde, des États-Unis, etc., mais qui sont tous construits exactement sur le même modèle, selon le même format. C'est ce format, compatible avec l'adaptation en film ou en série dont je parlais tout à l'heure. C'est très très frappant, avec notamment une dominance d'un certain nombre de modèles qui sont plus ou moins ceux recyclés du réalisme magique. C'est quelque chose qui m'a... Moi, je suis allé beaucoup en Chine. Alors, autrefois, je suis allé beaucoup au Japon. Et plus récemment, je suis allé beaucoup en Chine. Et c'est le sujet donc, de mon dernier roman, Pi Yingxi. Et j'étais amené à rencontrer des écrivains chinois qui avaient lu, j'avais lu bien sûr leurs livres en traduction française. Ils avaient eu l'amabilité de lire certains de mes romans en traduction chinoise. Et ils trouvaient ça très, très étonnant parce que ça ressemblait pas du tout justement à la littérature à laquelle ils étaient habitués, avec l'idée qu'ils se faisaient de la littérature française, parce que ce modèle du réalisme magique, il est vraiment hégémonique, et notamment dans la littérature chinoise. La plupart des romans, et même quand ce sont des très grands romans, je pense au livre de Mo Yan, c'est toujours la même chose, c'est l'histoire d'une famille chinoise qui traverse la révolution culturelle, etc., dans un mélange précisément de surnaturel et de prosaïque. Voilà. Bon, mais ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que les livres de Murakami Haruki. Aussi, beaucoup d'auteurs indiens aussi. Bon, pourquoi pas, ça donne parfois des bons livres, mais c'est quand même caractéristique de cette homogénéisation, de cette uniformisation de la littérature contemporaine. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce sont au contraire des auteurs qui font les choses différemment ou partiellement différemment. Parfois des auteurs... Alors, je lis de moins en moins de littérature américaine parce que je trouve que c'est toujours la même chose et ça ne m'intéresse pas. Mais je lis beaucoup de littérature japonaise, de littérature chinoise. Bon, on a parlé de Oe aussi, l'époque est un peu sinistre, mais on a parlé de Solers tout à l'heure, mais il y a quelques semaines, Kenzaburo Oe a disparu aussi. Je lui ai rendu hommage sur le site AOC. Voilà un écrivain aussi qui écrit différemment. Voilà, ce sont ces différences-là qui peuvent nous faire penser que tout n'est pas perdu et que rien n'est dit, quoi. Oui, c'est ça. Rien n'est joué. On va revenir un petit peu en arrière avant de terminer pour rien n'est dit, parce que j'aimerais bien aussi avoir prolongé un petit peu ce que vous dites sur Kundera et sur cette question des antimodernes. Parce que ça fait partie, je crois que c'est aussi un des éléments de la réflexion contemporaine qui s'intègre aussi au néo-naturalisme et qu'il y a une poussée forte de la réflexion des antimodernes. Alors vous parlez de Philippe Muret, et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment vous faites ce paradoxe avec Kundera. Vous en faites j'avais noté, un moderniste antimoderne. J'aimerais bien que vous aussi vous nous débroussailliez ça un petit peu. C'est une expression que Kundera lui-même emploie. C'est-à-dire, il y a... Et à mon avis, le rapprochement avec Muret est tout à fait pertinent. Muret, qui est, là aussi, dans l'œuvre de Muret, il y a à prendre et à laisser, mais c'est vraiment un écrivain très important aussi, et notamment pour ce grand livre qui s'intitule « Le 19e siècle à travers les âges », et qui initie de façon très, très pertinente, très percutante plutôt, une réflexion sur ce que c'est que le moderne. Donc, Muret ou Kundera, qui ont d'ailleurs des admirateurs qui sont souvent les mêmes, Muret et Kundera dénoncent bien sûr certains aspects de notre modernité. La société festive, la société du spectacle, bon, c'est un des chevaux de bataille du Muret des dernières années, mais c'est aussi un des thèmes de Kundera, notamment dans les livres qu'il a écrits après son installation en France, par exemple L'insoutenable légèreté de l'être, mais plus encore L'immortalité et les livres qui ont suivi. Donc ce sont des gens qui critiquent une certaine modernité, en des termes en lesquels je peux tout à fait me reconnaître, parce qu'ils dénoncent justement l'industrie du spectacle, l'industrie du divertissement, en des termes qui sont assez proches aussi de ceux, je le cite à la fin de mon livre, d'Adorno, qui me semble l'un des grands penseurs qui peut nous aider à comprendre la situation actuelle. Donc ce sont des critiques du moderne,
Mais de façon implicite, me semble-t-il, chez Muret, de façon tout à fait explicite chez Kundera, cette modernité qu'il critique, il la critique au nom d'une autre modernité à laquelle il ne renonce absolument pas. On oublie trop que Muret a d'abord été un auteur proche de l'avant-garde. Hein. Ses premiers éditeurs, c'est Christian Prigent, Denis Roche et Philippe Solers dans les années 70. Bon, donc c'était pas un auteur du Figaro à l'époque. Enfin, oui, mais c'est ça. Mais en fait, aujourd'hui, ce sont quand même des figures paradoxales. Ou alors, ou alors ils ont été récupérés. Enfin, non, Muret, ils ont évolué déjà. Enfin, en tout cas, dans le cas de Muret, et ils ont parfois été récupérés. Encore que il faudrait voir les choses dans le détail et au coup par coup et personne par personne. Mais dans le cas de Kundera, en tout cas, c'est beaucoup plus clair. Hein. Lui, il se revendique d'une certaine forme de modernité. Hein. Une modernité un peu paradoxale parce qu'il l'a fait remonter à Rabelais. Donc c'est une modernité qui, pour lui, s'invente avant la modernité. Oui. Dans ce qu'il appelle, je crois, la première mi-temps de l'histoire littéraire. Hein. Donc il se réfère toujours aux mêmes auteurs, Rabelais, Diderot, enfin Rabelais, Sterne, Diderot, Cervantes et quelques autres. Bon. Mais tout ça, pour lui, se réinvente justement au XXe siècle avec des auteurs que nous avons peu lus, hein, mais qui sont, je sais pas, tous les auteurs d'Europe de l'Est que Kundera bien sûr connaît très bien, mais il y a aussi des références à la musique contemporaine, hein, Stravinsky, Janacek chez Kundera. Schoenberg pour Adorno dont je parlais tout à l'heure. Enfin, il y a vraiment l'idée qu'une certaine modernité peut nous aider à nous déprendre de cette autre modernité dont nous sommes les victimes et dont nous devons être les adversaires. C'est pour ça qu'il est anti-moderne, mais d'une manière qui est encore moderne. Voilà. Il cherche autre chose, une troisième voie, quoi. Oui, il cherche à rétablir une forme de contestation. Je cite dans le livre cette phrase de Bataille dans l'expérience intérieure, qui en fait vient sans doute de Nietzsche et qu'on retrouve pour cette raison aussi chez Adorno. Bataille dit, enfin je paraphrase, hein, contrairement à ce que tout le monde pense, l'art, ça n'est pas le passage de la dissonance à l'harmonie, mais c'est le retour à l'intérieur de chaque œuvre et à l'intérieur de l'histoire de l'art et de la littérature, le retour de la dissonance au sein de l'harmonie. Le passage de la dissonance à l'harmonie, c'est la vision conventionnelle. C'est l'idée de la catharsis, du happy ending. Voilà, les choses vont mal, mais l'œuvre d'art va permettre que ça s'arrange en gros. C'est ce que j'appelle la religion de la résilience, et que je critique dans tous mes livres, mais notamment dans l'autre dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais non, en fait, l'essentiel, c'est autre chose. L'œuvre d'art, elle est là pour faire revenir la dissonance au sein de l'harmonie. Elle a une valeur de contestation, de mise en question. Elle nous permet, pour citer Kristeva, que je cite dans les deux livres, de retrouver ce sens du négatif qui est indissociable. La modernité, c'est la négativité. C'est une négativité qui vient toujours travailler de l'intérieur l'harmonie fausse à laquelle on voudrait nous soumettre. Voilà, c'est essentiellement une position de protestation ou de révolte que je défends à travers l'art et la littérature, et dont il me semble que nous avons extraordinairement besoin aujourd'hui. À l'époque, pour citer encore Jacques Rancière, où règne l'idéologie du consensus. Voilà. Contre cette idéologie du consensus, la littérature, en tant qu'elle reste fidèle à l'idéal moderne dont elle hérite, la littérature, elle est là pour faire entendre cette dissonance qui vient inquiéter la fausse quiétude du consensus auquel on voudrait nous contraindre. Mais au fond, on est sorti du grand moment moderne ou on n'est pas sorti, ou on ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas suffisamment de recul et que ce sera l'histoire littéraire qui décidera. Je pense que dans ce contexte dont nous parlons, c'est-à-dire ce contexte de creux, si vous voulez, ou de régression, si on veut, rien n'interdit d'être encore fidèle à cet idéal de négativité que porte la parole moderne. Non seulement rien ne nous l'interdit, mais on aurait tout intérêt, me semble-t-il, à le faire. Sauf à trouver que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Et à ce moment-là, allons-y et regardons Netflix, au lieu de nous embêter à lire Pascal Quignard, je ne sais pas qui, ou Peter Handke.
On va faire circuler peut-être un petit peu le micro si vous avez des questions. Bonsoir, merci. Bonsoir. Bonsoir, je viens du Japon, donc je prononce Très mal. bien. Si vous ne me comprenez pas, dites-le-moi, s'il vous Non, je vous plaît. comprends très bien. Oui. Moi, j'ai traduit Jacques et son maître Ah, très bien. de Milan Kundera en japonais. Ouais. Et c'est une adaptation à la pièce de théâtre du roman de Denis Diderot, comme vous savez. Et puis, moi, je suis très étonnée par la nouveauté de son écriture de Denis Diderot. Donc, avant-garde, ça commence depuis la Révolution, depuis le XVIIIe siècle. Depuis même avant la Révolution française. Mais les dernières parties seulement sont différentes. C'est-à-dire, le mot d'avant-garde, je rappelle tous ces éléments dans le livre, le mot d'avant-garde, il est très ancien, il apparaît déjà dans le français médiéval, mais il a un sens purement militaire. L'avant-garde, c'est la partie de l'armée qui se trouve au devant du gros des troupes. Voilà. Oui. Et puis progressivement, le mot va changer plus ou moins de sens et va s'appliquer donc aux élites, entre guillemets, artistiques et intellectuelles qui se développent. Et donc on trouve attesté ce sens nouveau du mot avant-garde, paraît-il, dès la Renaissance, mais en tout cas très clairement au début du 19e siècle. Donc c'est un peu anachronique que de dire de Diderot qu'il est un écrivain d'avant-garde, parce que c'est seulement après Diderot que le mot d'avant-garde va vraiment s'imposer dans la langue française. Mais justement, dans mon livre, si vous le lisez, vous verrez, je complique un petit peu les choses et je cite beaucoup Diderot, parce que Oui. avant le romantisme, qui est un peu le point de départ malgré tout de ma démonstration, il y a bien sûr à la fin du XVIIe siècle, à la toute fin du XVIIe siècle, la querelle des anciens et des modernes. Et tout ça va concerner aussi les philosophes des Lumières, dont Diderot. Donc je parle beaucoup de Diderot parce que, notamment, il y a une réflexion chez Diderot sur l'idée d'invention. Il dit que l'artiste doit imiter, c'est le principe de mimésis dont je parlais tout à l'heure, mais il ne peut imiter qu'à la condition d'inventer aussi. Voilà. Donc on peut tout à fait trouver chez Diderot des éléments qui sont en rapport avec cette esthétique de l'invention qui va dominer avec la modernité et les avant-gardes du 19e et du 20e siècle. Oui, merci. Mais les dernières parties sont différentes. Milan Kundera a effacé une sorte de fatalisme de Denis Diderot. C'est pourquoi, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne me rappelle plus suffisamment bien ni le livre de Diderot, ni l'interprétation qu'en donne Kundera pour pouvoir vraiment vous répondre, malheureusement. Je suis désolé. Cette dame me fait penser à... Ça n'a peut-être rien à voir, mais on retrouve dans Rien n'est dit tous les éléments. Quand on ouvre votre bibliographie, tel quel, on retrouve Aragon, on retrouve même à un moment Napoléon, mais pas l'Asie, pas le Japon. Est-ce qu'il y a quelque part le Japon, ou peut-être dans une façon de créer des mécanismes de pensée, ou pas du tout? Disons que déjà le matériau que je traite dans ce livre est énorme, donc je me suis dit qu'il fallait rester essentiellement tourné vers le domaine français, même s'il m'arrive de parler d'autres auteurs. Je parle de Dante, je parle de Joyce, quand ça me semble pertinent de le faire. Mais j'ai laissé de côté tout ce qui concerne la littérature japonaise ou la littérature chinoise, dont j'ai parlé donc dans des romans ou dans des essais. Mais je pense que la démonstration pourrait être élargie. Moi, ce qui m'avait intéressé lorsque j'ai écrit sur la littérature japonaise, c'était précisément, c'était notamment de voir ce qu'il en était de l'invention de la littérature moderne au Japon.
Et je m'étais intéressé Soseki, notamment avec Soseki, mais aussi avec l'invention au Japon de ce qu'on appelle le Watashi Shousetsu, ça veut dire le roman du jeu, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a appelé depuis les années 70 en France l'autofiction. Sauf que le Watashi Shousetsu, ça naît au Japon au tout début du XXe siècle, à partir d'une lecture fautive que font les auteurs japonais du naturalisme européen qu'ils découvrent. Donc ils découvrent Rousseau et ils imaginent à tort que Rousseau est un auteur naturaliste. Et donc ils vont essayer de combiner ce qu'ils ont compris des confessions de Rousseau avec ce qui existe dans la tradition japonaise concernant aussi l'écriture du jeu. Parce que quand vous regardez l'histoire de la poésie japonaise, il y a aussi toute une tradition qu'on ignore tout à fait, qu'on peut qualifier plus ou moins d'autobiographique. Moi, dans Sarinagara, et c'est le titre de l'ouvrage, je m'arrête sur le cas de Kobayashi Issa, qui est un des grands poètes japonais, qui est connu chez nous surtout pour les haïkus qu'il a écrits et que Brigitte Alliot a traduit. Et donc, en fait, au-delà des haïkus que nous connaissons de Issa, il y a aussi les journaux qu'il a écrits, et notamment ce journal, Mon année de printemps, qui avait paru autrefois aux éditions Cécile de Faux, et dans lequel Issa raconte notamment la mort de sa fille. Voilà. Donc il y a toute une tradition aussi de la poésie personnelle, entre guillemets, qui existe dans la littérature japonaise, et qui va se trouver réinventée par la confrontation avec le modèle occidental au moment où celui-ci est découvert, donc à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Donc il y aurait manière d'étendre à la littérature japonaise les choses que je dis dans ce livre. Et bon, pour lui rendre hommage aussi, puisqu'on a rendu hommage à Solers tout à l'heure, dans le texte que j'ai consacré à Oe, et dans lequel je reviens donc sur les différentes occasions qui m'ont été données de le rencontrer, de dialoguer avec lui, sur le livre que je lui ai consacré, sur les différents textes dans lesquels j'ai commenté son œuvre. J'évoque ma première rencontre avec Oe en 99 à Tokyo. Et donc Oe avait eu l'amabilité de lire en français, puisqu'à l'époque il n'était pas encore traduit en japonais, mes deux premiers romans, L'Enfant éternel et Toute la nuit. Et donc il a voulu m'en dire un mot. Et il m'a dit, mais je le raconte dans ce texte d'AOC, vous êtes un auteur très français parce que vous êtes un auteur d'avant-garde. Et j'ai jamais su si dans sa bouche c'était un compliment ou une critique, en fait. Moi, j'ai préféré faire comme si c'était un compliment, mais j'en suis pas tout à fait sûr, en fait. Alors qu'en fait, je considère absolument pas que ces deux romans soient des romans d'avant-garde, même si le deuxième a un côté un peu, et le premier aussi, mais un côté un peu expérimental, parce que justement, je n'ai pu écrire ces deux romans qu'en me déprenant d'une certaine idée du roman que j'avais hérité de l'avant-garde, du nouveau roman, de tel quel, etc. Et justement, j'avais pu écrire ces romans en me soustrayant à l'influence de ces modèles dont je viens de parler, que grâce à la lecture que j'avais faite des livres de Kenzaburo Oe, qui justement m'avait indiqué qu'une voie était possible, qui permettait, d'une manière que je jugeais honorable, de raconter le drame de sa vie, mais sous une forme qui ne soit pas complètement régressive et sentimentale. Voilà. Donc oui, je commence à me faire vieux, donc je doute d'avoir la force d'écrire à nouveau un gros livre comme rien n'est dit, mais dans un monde idéal ou dans un monde où tout le temps me serait donné, je pourrais reprendre la démonstration en l'élargissant à d'autres littératures que la littérature française. Alors, avant de terminer, on va quand même dire quelques mots de Déconstruire, Reconstruire, le sous-titre c'est La querelle du wok. On pourrait penser comme ça que c'est un texte qui est plus un texte d'intervention, et en définitive, quand on le lit, je vous assure que non, parce qu'il y a effectivement ce désir que vous avez de mettre à plat un petit peu cette histoire du wokisme qui est en train d'arriver chez nous,
alors qu'aux États-Unis, c'est là depuis bien longtemps, alors qu'il y a d'autres choses à l'œuvre dans le livre, et je vous le disais tout à l'heure avant qu'on commence, moi, ce livre m'a expliqué de façon extrêmement claire ce que c'était que la déconstruction de Derrida, et déjà rien que pour ça, le pari est totalement gagné. Donc, qu'est-ce que, peut-être simplement juste nous dire qu'est-ce qui vous a amené à vouloir écrire ce texte sur... Oui, plusieurs sur choses. Le sujet du wokisme. D'abord, j'ai publié il y a 2 ou 3 ans dans la collection Tract donc un petit opuscule qui était consacré à la situation dans laquelle l'université française se trouvait au moment du premier confinement. Je me suis très peu intéressé dans ma vie au métier que j'exerce pourtant, sur le métier de professeur à l'université. Mais vu la dégradation à laquelle j'assiste, je me suis dit qu'il y avait quand même une certaine forme d'urgence, ou en tout cas de nécessité, à réfléchir sur la condition qui est celle de l'université française. Alors, ce qui m'a surtout frappé donc, au moment du premier confinement, c'est la manière dont la plupart de mes collègues, pour ne pas dire la totalité de mes collègues, ont accepté avec... sans émettre aucune objection, la systématisation du distanciel qui nous était imposée et qui avait notamment pour effet, à mes yeux, d'imposer donc dans l'université française des formats qui sont ceux du numérique, de la culture numérique. On substitue au cours magistral des tutoriels et les professeurs sont appelés à devenir des influenceurs en quelque sorte. Bon. Et alors, les choses vont à une vitesse absolument phénoménale. Bon, on pourra éventuellement en parler tout à l'heure, mais ce que j'avais énoncé un peu sur le mode de la prophétie, un peu amusé, pensant que la chose ne se réaliserait jamais, eh bien, c'est en train d'avoir lieu en ce moment même, dans l'indifférence la plus générale et dans l'inertie la plus totale. Donc voilà, il y avait cette volonté de réfléchir à la situation qui est celle de l'université française, et notamment donc avec cette querelle du woke dont on parle à longueur de journée dans la presse, dans les médias, à la télévision, à la radio, donc depuis 1 ou 2 ans, peut-être 2 ou 3 ans, peut-être maintenant. Voilà. Et puis, je venais de finir ce livre Rien n'est dit, donc qui m'avait amené à réfléchir un peu sur le cours qui avait suivi l'histoire intellectuelle et littéraire française donc depuis 20 ou 30 ans. Et je me suis aperçu que, en fait, bon, moi je ne me reconnaissais ni dans le discours des woke, bien sûr, mais pas davantage non plus dans le discours anti-wokiste qui s'est développé. Et ce qui m'a frappé, ce sont les effets de miroir qui sont tels que ces deux discours opposés, en fait, se réfléchissent l'un l'autre et se répètent l'un l'autre. Et ce qui m'a frappé plus encore, c'est le fait que du côté du discours woke, comme du côté du discours anti-woke, le même mot d'ordre est mis en avant, qui est le mot d'ordre de la reconstruction. On nous dit il faut reconstruire. Voilà. Il faut en finir avec la déconstruction pour reconstruire enfin. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de la démonstration, mais je vous assure que ce que je dis là est vrai. Cette volonté de reconstruire, elle détermine une idéologie que je qualifie d'idéologie reconstructionniste et qui est à l'œuvre aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Or, à mon avis, il faut surtout ne pas reconstruire. Voilà. Parce que cette idéologie de la reconstruction, qui trouve ses références intellectuelles ou prétendument intellectuelles dans l'œuvre de Paul Ricoeur, dans l'œuvre de Boris Cyrulnik, etc., c'est précisément une idéologie qui nous appelle à nous réconcilier avec ce consensus dont je parlais tout à l'heure. Et bon, ça renvoie à un vieux cheval de bataille qui est le mien depuis 25 ans maintenant, depuis mon premier roman L'Enfant éternel. J'allais dire, bon, c'est un peu ridicule de dire ça comme ça, mais la lutte don quichotesque dans laquelle je me suis engagé contre ce que j'appelle la religion de la résilience.
C'est-à-dire l'idée qu'il faille rétablir justement par le happy ending, par le positive thinking, par toutes ces choses qu'on nous vend à longueur de journée, qu'il faille rétablir une sorte d'accord entre soi et le monde, alors que le monde n'appelle pas, de notre part, à mon sens, une parole d'accord, mais une parole de révolte. Donc vous voyez, c'est la même thèse en fait, dans les deux livres, sauf que là, c'est un livre de circonstances, où j'essaye de montrer ce que je trouve inacceptable dans ce reconstructionnisme auquel nous sommes confrontés. Et là, c'est un livre plus panoramique et synthétique, mais qui défend les mêmes thèses. La thèse, en fait, c'est pour ça que je finis les deux livres pratiquement sur la même référence. Je l'emprunte à Kristeva. Il faut retrouver le sens du négatif. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais bon, on va peut-être terminer là-dessus, c'est que ce qui est à l'œuvre dans les théories woke, c'est, vous le dites dès le début, une relecture américaine de la relecture française dont une certaine pensée allemande avait déjà elle-même fait l'objet. C'est-à-dire qu'il y a au départ un truc qui est vicié, c'est-à-dire qu'au départ il y a une mauvaise lecture ou une mauvaise relecture d'une tradition de pensée. Oui, mais je rappelle un peu tout ça, c'est-à-dire en fait, et là encore ça me renvoie, c'est ce qui fait le caractère autobiographique de ce livre comme de l'autre, ça me renvoie à une période donc maintenant ancienne. Moi, j'ai commencé ma carrière universitaire parce que, ayant fait une thèse sur Solers, l'université française ne m'ouvrait pas grand ses bras. Donc, j'ai commencé ma carrière universitaire en Grande-Bretagne. Voilà. Donc, j'ai enseigné à Édimbourg, j'ai enseigné à St Andrews, j'ai enseigné à Cambridge, et puis j'ai surtout obtenu un poste de maître de conférence à Londres, à Birkbeck College. Et c'était l'époque justement où ce qu'on appelle la French Theory, ou la French Theory, était en train de s'imposer en Grande-Bretagne, après s'être imposée quelques années plus tôt aux États-Unis. Et comme j'étais censé être spécialiste de cette littérature d'avant-garde, l'université britannique m'a ouvert, elle, grand les bras. D'une certaine manière, je leur remercie, même si je me suis tout de suite confronté à un malentendu, parce que ce que l'on cherchait à imposer en Grande-Bretagne de la pensée française n'avait plus grand-chose à voir avec ce qu'était et ce qu'avait été cette pensée française. Parce qu'effectivement, il y a eu une réinterprétation de la pensée française par des philosophes, par des universitaires anglais et américains. Je me suis tout de suite fâché avec mes collègues parce qu'à peine arrivé, à l'époque, il y avait une grande polémique qui avait éclaté en Grande-Bretagne parce que il était question que Cambridge attribue son doctorat honoris causa à Jacques Derrida. Et comme la chose ne se faisait pas sans difficulté, il y a eu toute une campagne de presse qui s'est développée en Grande-Bretagne et en France pour signaler à quel point il était scandaleux que l'université anglaise donc, ne reconnaisse pas l'importance d'un philosophe comme Jacques Derrida. Et moi, j'ai trouvé malin de publier dans Le Monde un grand article qui ensuite, et c'est ce qui m'a causé des problèmes, a été traduit dans le Guardian et donc a été porté à la connaissance de tous les lecteurs anglais, dans lequel je disais attention, obscurantisme de l'université britannique peut-être, mais surtout il faut voir ce qu'il en est de la pensée de Derrida telle qu'elle est interprétée en Grande-Bretagne et ce à quoi elle sert. Et elle servait surtout à permettre l'accès aux postes de pouvoir et de responsabilité d'une nouvelle génération d'universitaires qui, sur la base d'une vulgate, d'une doxa qui était assez peu intéressante en général, entreprenaient de disqualifier les autres enseignants avec lesquels ils étaient en concurrence pour mieux les évincer. Bon, il y avait en Grande-Bretagne notamment d'extraordinaires spécialistes de Voltaire, de Diderot, de la littérature française du Moyen-Âge, de la littérature de la Renaissance. Et la référence à Derrida servait surtout à discréditer, à ringardiser tous ses collègues pour les pousser vers la sortie ou vers la retraite et permettre donc l'accès, comme je le disais, au poste de responsabilité de cette nouvelle génération, avec des choses qui, scientifiquement ou intellectuellement, étaient très, très douteuses. Moi, le premier colloque auquel j'ai participé dans ma vie,
Donc c'était en 92, je venais d'arriver à Londres, à Birkbeck College, et c'était un colloque sur Georges Bataille, qui est un auteur que je crois connaître assez bien, et qui déjà à l'époque je connaissais assez bien. Je suis arrivé dans ce colloque, j'ai cru rêver, parce que en fait la quasi-totalité des universitaires anglais ne connaissaient de l'œuvre de Derrida que le texte que Derrida lui avait de l'œuvre de Bataille, pardon, que le texte que Derrida lui avait consacré dans l'écriture et la différence. Et tous les débats de ce colloque assez long qui a duré 2 ou 3 jours portaient justement sur la légitimité de cette interprétation-là. Enfin, non pas sur la légitimité de l'interprétation, parce que tout le monde était d'accord pour dire qu'il n'y avait d'intéressant dans l'œuvre de Bataille que la lecture que Derrida en avait proposée. Donc c'était à qui déconstruirait le plus loin Bataille en cédant des outils, des instruments que Derrida avait proposés. Donc, en termes plus ou moins diplomatiques, sans doute assez peu diplomatiques, je disais un peu ces choses-là. Ce qui m'a fâché donc, avec un de mes collègues, et ce qui m'a mis un peu en difficulté, parce qu'après, j'ai rencontré Derrida, parce que j'avais sollicité de lui un entretien, parce que je voulais qu'il me parle de l'histoire telle qu'elle. Bon, ça tombait mal, mais en fait, je dois dire... Et après, j'ai un peu changé d'avis, parce qu'en fait, en lisant Derrida, c'est quand même moi, je ne suis pas derridien, mais c'est quand même un philosophe tout à fait impressionnant. Et Derrida était quelqu'un de très sympathique, donc en fait, il m'a reçu très aimablement. Il m'a dit votre article, quand même. Il m'a dit mais c'est pas grave. Et voilà. Enfin bon, c'était vraiment quelqu'un de très, très, très sympathique et qui ne ressemblait pas du tout à l'idée un peu austère et dogmatique qu'on s'en fait à la lecture de ses livres. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi j'ai raconté cette anecdote, mais c'est Oui, je souhaiterais, si c'est possible, que vous reveniez ou précisiez, par exemple, ce sur quoi vous êtes appuyé avec Kristeva, sur le sens du négatif. Parce que j'ai eu l'impression que dans les propositions entre moderne, anti-moderne, la répétition et faire une négation de la répétition pour faire un pas en avant, on avait une trace d'une pensée du négatif qui vient bien sûr dans la philosophie du côté de Hegel. Ouais. Or, j'ai vu votre intérêt pour Bataille, pour Deleuze, pour Deleuze, pas pour de Bataille, de Solers en littérature, qui sont des pensées vraiment de la subversion de la possibilité du négatif. Avec évidemment la pensée nietzschéenne qui est souterraine dans leur travail. Donc, je suppose que ce qui fait l'expérience pour vous du littéraire ne peut pas être un rapport d'opposition et donc de négatif, simplement entre un style, un monde d'affect, et puis dans une sorte d'altérité avec un autre monde d'affect. Donc ce négatif-là, est-ce que vous pourriez le préciser dans son entre-deux, justement, tel que vous le concevez, de telle manière à ce que je comprenne que ça n'est pas une sorte de reconduction raffinée d'un hegelianisme? Ah oui, non, certainement pas. Enfin bon, je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer clairement, parce que ce sont des questions quand même assez complexes, mais je vais essayer de le faire malgré tout. L'expression de Kristeva, retrouver le sens du négatif, elle apparaît dans un petit texte d'elle qui date de 98, qui s'intitule L'avenir d'une révolte, et qui est en fait une sorte de commentaire qui accompagne les 3 grands livres qu'elle avait écrits dans les années 90 autour de cette idée de révolte. Donc elle s'appuyait sur Freud, sur Sartre, sur Aragon et sur quelques autres pour essayer de penser la révolte. Alors bon, c'est une référence qui n'est pas du tout la sienne, mais à mon sens, elle pensait la révolte en des termes qui n'étaient pas très différents de ceux que mobilise Camus dans L'homme révolté. Bon, après, ça pourrait nous emmener sur une autre piste que je ne vais pas emprunter, mais il y a la référence à Dostoïevski, qui est essentielle pour Camus, comme pour Kristeva, qui a consacré à Dostoïevski son dernier livre, et que j'ai mobilisé moi aussi dans ce livre qui s'intitule comment
qui s'intitule Le roman infanticide, qui avait paru aux éditions Cécile Defaux également, et dans lequel j'essayais de penser justement cette question du deuil et de la révolte à partir de Camus, de Faulkner et de Dostoïevski, notamment à partir de la fameuse formule de Dostoïevski dans le dialogue entre Alyosha et Ivan au sujet de la mort des enfants, etc. Bon, je laisse de côté cette piste-là et j'en reviens à la question du négatif. Non, absolument pas un négatif au sens de Hegel, parce que le négatif au sens de Hegel, il a vocation à se résorber dans une affirmation supérieure. C'est tout le principe de la dialectique, hein, thèse, antithèse, synthèse. Donc il y a malgré tout un horizon chez Hegel, et j'en parle dans Rien n'est dit, hein, qui est un horizon de réconciliation et donc de fin de l'histoire et d'accomplissement du savoir absolu. La position qui est celle de Kristeva et dont je me recommande également, c'est effectivement la position de bataille, à partir de Nietzsche, peut-être de Kierkegaard aussi, c'est-à-dire l'idée d'une négativité sans emploi, c'est-à-dire qui ne sert pas à une affirmation supérieure, mais qui est là pour protester contre cette affirmation qui relève du discours philosophique, de sorte que s'ouvre un autre espace qui est l'espace de ce que Bataille appelle l'expérience intérieure. Le rire, l'ivresse, la jouissance, la fête, toutes les formes de dépenses improductives, auxquelles participe justement l'expérience littéraire aussi. Voilà. C'est ce non-savoir-là pour lequel parle cette négativité, dans le refus donc de ce qui peut être interprété en termes de reconstruction aussi, de réconciliation, de résorption du négatif au sein d'une affirmation finale. C'est pour ça qu'il y a tout un chapitre dans Rien n'est dit qui est consacré à ce thème de la fin de l'histoire qui a été si important dans les années 90 et qui continue à exercer une certaine forme d'influence sur la pensée d'aujourd'hui. Bataille, c'est quelqu'un qui pense le négatif contre l'idée de fin de l'histoire. Et en l'occurrence contre Hegel, tel que Kojève le réinterprète. J'insiste, c'est la fin du livre d'ailleurs. Le livre se termine sur Bataille. Même si l'histoire était terminée, mais il y aurait malgré tout cette négativité sans emploi qui perdurerait et par laquelle nous resterions humains, contrairement à la prophétie propre à la philosophie de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Mais pour dire les choses plus simplement, s'il y a besoin, j'évoque aussi Michel Leiris, le ruban au cou d'Olympia. Leiris parle du démon moderne de la négation. Voilà. Être moderne, ça n'est pas adhérer à son époque. C'est au contraire se placer en opposition à cette époque pour se soustraire peut-être à la loi de son temps et permettre que se manifeste cette autre chose que Bataille, qui était, comme vous le savez, proche de Leiris, appelle justement la négativité, ou en tout cas cette négativité-là, qui n'est pas la négativité hegelienne, mais qui au contraire se pense contre cette négativité hegelienne. Et ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel, enfin en tout cas sur quoi, je ne sais pas si j'ai réussi à l'expliquer clairement, mais c'est quelque chose qui me semble essentiel et qui est en relation avec ce que je n'ai cessé de dire dans mes romans, dans mes essais, cette question du deuil, de la révolte, du refus, en opposition donc avec cette idéologie du consensus et cette religion de la résilience sous le règne desquels nous vivons. Puis, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne nuit. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec l'écrivain et essayiste Philippe Forest, auteur des essais Déconstruire, reconstruire, la querelle du wok aux éditions Gallimard et Rien n'est dit, moderne après tout aux éditions du Seuil, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, jeudi 11 mai 2023. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio, avec Radio Radio Plus et Radio Terre.